Mon nom, Jean Provencher, je suis agent de changement social. J'ai créé mon emploi en 2018, après avoir été journaliste pendant plusieurs années, après avoir été consultant dans la fonction publique, dans les ministères de la région de Québec. Une très belle job que j'aurais pu encore garder pendant des années, avoir une retraite dorée, de me faire griller la bédaine sur le bord de la plage, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Alors, j'ai tout abandonné en 2018 et j'ai dit, bon, mais à partir de maintenant, je veux donner un sens à ma vie, je veux travailler pour notre monde, dans le fond. J'ai été engagé, impliqué beaucoup au fil des années. Et là, je dis, non, maintenant, je ne veux plus faire ça le soir, les fins de semaine. Je veux que ça soit ma vie à partir de maintenant. Donc, quand je suis sauté dans le vide, il n'y avait pas de parachute, rien. Puis je dis, advienne que pourra. Alors, à partir de ce moment-là, 2 ans auparavant, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelle Être, penser, agir autrement. Enfin, c'est un coffret de 5 volumes, donc 1500 pages, qui, dans le fond, nous amène à comprendre ce qui se passe dans notre monde à travers les grands enjeux. On parle beaucoup de climat actuellement, réchauffement climatique, mais tout ce qui est inégalité sociale, disparition des ressources, pollution, même notre dépendance aux technologies qui est devenue un enjeu majeur à divers égards. Donc, je me suis fait le devoir de sensibiliser les gens à tout ça, de leur donner espoir, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, tout va mal, c'est noir, oh, c'est fini, on est découragé. Et pourtant, sur la planète, il y a des millions de personnes et d'organisations qui travaillent actuellement à changer notre monde et qui le changent. Alors, levez la main ceux qui envoient souvent dans les médias des bonnes nouvelles comme ça. Ah, coudonc, je ne suis pas tout seul. Alors, dans mon livre, pour moi, c'est important de donner espoir. J'ai une spécialité en gestion du changement. Donc, dans le changement, dans une démarche de gestion du changement, il faut commencer par comprendre. Quand on sait qu'il y a un changement qui s'en vient, il faut commencer par comprendre ce changement-là. Après ça, il faut l'apprivoiser et avoir espoir que ce changement-là qu'on est à la veille d'implanter, d'amorcer, va amener des bénéfices. Sinon, ça ne donne rien de consentir des efforts, alors on abandonne. Non, il faut donner espoir. Et dernier élément, bien, une fois qu'on a de l'espoir, on comprend maintenant, on va à fond de train, puis on amorce le changement et on fait on pose des actions réelles pour changer les choses. Alors, c'est ce que j'ai tenté de faire dans mon livre. Et en passant, il est disponible, il m'en reste quelques exemplaires là-bas où il y a les kiosques. Et juste en passant, je n'ai rien à vendre. Je le vends, mais je ne fais aucune scène avec ça, parce que tous les revenus, puis je ne veux pas passer 10 minutes là-dessus, mais tous les revenus vont être versés pour financer des projets humanitaires. Même si ce livre-là m'a pris 6 ans à écrire et à publier. Donc, je vous invite à passer, à faire un petit tour là-bas tout à l'heure. Donc, le pouvoir du citoyen. Ça fait 20 ans que je jase avec du monde parce que cette sensibilisation-là, je l'ai toujours eue. Et on me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a aucune chance contre les multinationales, contre les gouvernements. Puis, je dis, wow, oui, c'est vrai qu'on est très petit individuellement, mais on a vraiment un réel pouvoir entre les mains, puis on ne s'en rend pas compte. Et c'est là, il y a 2 ans, que j'ai décidé de monter une conférence là-dessus. Là, je m'en vais en Europe en novembre. On m'a approché là-bas pour faire des conférences, pour donner plusieurs ateliers et donner des séminaires de 2 jours sur être, penser, agir autrement, le pouvoir du citoyen et plein d'autres sujets. Alors, pour moi, c'est une de celles des conférences qui me tient le plus à cœur, parce qu'on a un pouvoir. Alors, si vous sortez d'ici à la fin de la conférence et que vous avez l'impression que ça a donné un petit bout, ça a donné de l'espoir, puis j'ai le goût de sourire, même si ça ne va pas toujours très bien, bien, ça sera mission accomplie. N'hésitez pas à me le dire, ça va me faire bien plaisir, je vais continuer à faire ça, dans le fond. Alors, allons-y. En principe, OK, là, voilà. Bon. Y a-t-il quelque chose que je ne fais pas correct, hein, la techno? Bon, c'est beau. Donc, je vous propose de faire un petit compte rendu rapide de notre monde. Avant de voir notre pouvoir, il faut quand même comprendre les grandes lignes de ce qui se passe sur notre planète. On va regarder notre pouvoir. On va regarder aussi notre pouvoir de notre monde en transformation. Je vous disais tantôt, il y a de l'espoir. J'y vais y arriver dans la 3e partie. Petite conclusion, puis il y aura une période de questions par la suite, si ça vous convient. Moi, j'aime toujours ça que les conférenciers disent « si ça vous convient »,
Personne ne répond. J'ai dit, de toute façon, si ça ne vous convient pas, c'est ça, pareil, l'agenda. Allons-y. Alors, si je vous demande, vous voyez l'image? Oui. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Le soleil qui perce, OK. Voyez-vous d'autres choses? OK. Bon, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Si je vous dis maintenant, hey, il faisait beau, puis il y a un ciel bleu tantôt, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Il y avait un ciel bleu tantôt, puis il faisait beau. Qu'est-ce que ça vous dit? Nuages, ouais, ça se peut qu'il pleuve. Bon. Alors, donc, à cause d'une simple petite information, toute votre vision des choses a changé. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On est obnubilé par les médias, on est obnubilé par tout ce qu'on entend partout. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure. C'est ça je dirais, qui amorce notre réflexion et souvent qui résume notre pensée lorsqu'on discute avec quelqu'un, lorsqu'on est au travail et tout ça. Il faut s'en rendre compte qu'on est vraiment, je dirais, là, à l'écoute de tout ce qui se passe à tous les sens, que ce soit les paroles, quelque chose qu'on voit, qu'on sent ou quelqu'un nous dit. Donc, c'est la base de toute la réflexion qu'on va faire dans les prochaines minutes. Rapidement, je fais l'histoire de notre monde. Bon, là, je ne parlerai pas pendant 8 ans et demi, là, mais dans le fond, quelques grandes phases. La première phase, notre chère Terre, 3,85 milliards d'années, pas mal plus vieille que nous autres, même si on additionne tous les âges ici. Elle est bien correcte, tout va bien, les animaux, la nature, tout ça. L'humain arrive par la suite, il y a à peu près 200 000 ans, mais ça, c'est lointain ancêtre de l'homme, de l'humain. Et là, lui arrive, parfait, il continue, il vit, il se développe, le cerveau se développe. Lui, dans le fond, il est en mode survie sur la planète, tout ça. Donc, il commence à être un peu plus intelligent, des méthodes de travail un peu plus sophistiquées. Oh, il avance. Arrive maintenant l'urbanisation, la mondialisation, l'occidentalisation, les niveaux de vie qui augmentent. On commence à faire des différences entre les humains, on commence à avoir du matériel qui arrive. Donc, l'humain est en train de se distancer, est en train d'avoir d'autres priorités, d'autres façons d'être considéré sa planète, au lieu de celui qui cueille et qui chasse, tout ça. Arrive par la suite, bien sûr, avec les grands événements. On a les guerres, je parlais de la mondialisation, justement. La mondialisation vient changer plein de choses. Donc, il y a des phénomènes dans le monde qui viennent complètement rediriger la façon dont on voit le monde. Il y a un nouveau portrait qui s'établit au fil du temps. Et là, vous voyez, je parle de milliards d'années, de milliers d'années, de centaines de milliers d'années. Là, on est rendu juste à 2 siècles à peu près avant aujourd'hui. Ça, bien sûr, cette façon de faire-là de l'humain amène des problématiques énormes. Entre autres choses, amène tous les grands enjeux, la pollution, amène les inégalités sociales, amène plein de choses qui, justement, aboutissent à ce qu'on considère aujourd'hui, qu'on nomme les fameux enjeux environnementaux, sociaux, économiques, éthiques, etc. Et c'est là que le bas blesse, parce que ce que ça fait, ces enjeux-là, ça fait en sorte que l'humain est maintenant considéré comme un facteur aggravant, si on veut, de la Terre. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot anthropocène? C'est fort. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Terre, il y a eu plusieurs grandes périodes. Les périodes géologiques, les glaces sont recouvertes, il y a eu des phénomènes incroyables. Il y a toutes des grandes périodes dans l'histoire. Eh bien, depuis, je vous dirais, à peu près 200 ans, maintenant, les scientifiques, les historiens ont défini une nouvelle forme géologique. C'est l'homme qui est en train de détruire puis de prendre possession de la nature. Anthropo pour l'homme, puis en scène, donc, une période. Donc, une période géologique, c'était des facteurs naturels qui changeaient la surface de la Terre, puis tout ça. Là, on n'est plus d'un phénomène naturel. C'est l'homme, c'est l'humain maintenant qui est en train de tout transformer et prendre pour acquis.
Alors, ça change toute la perspective de notre monde, ça change tout ce qui s'en vient par la suite, puis que je vais vous présenter. J'ai résumé ça bien rapidement en 4 grandes sonnettes d'alarme qui sont arrivées je vous dirais, dans peut-être les 30 dernières années, même 50 dernières années. Dans les années 70, il y a un groupe de travail, le Club de Rome, qui était un genre de groupe de pensée pour voir ce qui se passait dans le monde, puis tout ça, publie un rapport qui s'appelle « Halte à la décroissance ». The Limit to Growth en anglais. Ça fait une bombe dans le monde. En fait, l'essence même du message, c'est ce qui se passe, la manière dont on agit, la manière dont on se développe comme être humain sur la planète, ça n'a aucun sens, on fonce dans le mur. Donc, on voulait croire de plus en plus, avoir de plus en plus de richesse, mais de plus en plus de pouvoir, plus en plus. Bien, wow, non, ça ne marche pas, là, on rentre dans le mur. 70. Donc, on est en 2022, ça fait 50 ans. Ça ne date pas d'hier, là, ce qu'on entend, puis on fait attention à ce qui se passe. Deuxième chose, majeure en 87, le rapport Brundtland, Notre avenir à tous. En fait, c'est la première ministre de la Norvège, qui s'appelait Gro Harlem Brundtland, qui, avec une équipe, regarde ce qui se passe dans le monde et fait un peu un état de situation sur la planète, sur la façon dont l'homme vit, puis tout ça, et publie un rapport qui s'appelle Notre avenir à tous. Et pour la première fois, c'est à partir de là que le terme développement durable apparaît. Et c'est la première fois également qu'on commence à considérer les impacts de nos actions sur les générations qui vont nous suivre. Avant, c'est au présent, puis attention, là c'est comme, ça ne marche pas, là. Ce n'est pas durable. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas durable. Les générations vont en subir les conséquences sans en être responsables. Wow. 90, vous connaissez probablement tous le GIEC, qui publie des rapports depuis ce temps-là. C'est son premier rapport où il dit « Il se passe de quoi en haut, là, ça n'a pas de sens. C'est dangereux. Là où ça va dans le mur. La température se réchauffe. Preuves scientifiques à l'appui. Un consensus international des scientifiques. » Et publie son rapport. Et là, ça allume les lumières. Il faut croire que toutes les lumières n'étaient pas allumées parce qu'elle en a publié plusieurs depuis ce temps-là, dont le 6e en 2022, qui non seulement consiste à dire à peu près la même chose, mais amplifie encore la situation. Au départ, on parlait, il ne faut pas qu'on continue afin que la température ne dépasse pas 3 degrés. Pour ça, ça a été 2,5. Il ne faut pas que ça dépasse 2. Là, on est rendu à 1,5. Parce que finalement, ça va trop vite. La planète se réchauffe plus vite que ce qui est prévu, ce qui est normal, puis de plus en plus vite. Et finalement, en 2015, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui est l'organe principal international, si on veut, sans pouvoir réel, mais qui est quand même, que les sommités partout sur la planète, de tous les pays qui sont là pour réfléchir, et qui publie ces 17 principes de développement durable, des objectifs de développement durable. Et là, on aborde enfin les grands enjeux. Oui, la faim dans le monde, par exemple, la santé, le travail, donc tout ce qui concerne l'humain et la façon dont on vit dans notre monde, et nous alerte. Et depuis ce temps-là, ils font des mises à jour constamment, tout comme le GIEC comme tel. Donc, voilà notre monde où on en est rendu. Les grands enjeux, vous en avez quelques-uns là. On voit vraiment le réchauffement, on voit les inégalités, on voit plein de choses, la biodiversité, les espèces, la pauvreté qui s'accélère, etc., etc. On a, en fait, 4 piliers dans notre monde d'aujourd'hui. Et là, on arrive vers la compréhension du pouvoir qu'on peut avoir. On a, bien sûr, la planète. Il y a des enjeux planétaires, environnementaux. Donc, la planète est une considération majeure dans ce qu'on fait aujourd'hui, de plus en plus préoccupant. On a bien sûr les humains, parce que oui, les humains sont là, et oui, on doit les considérer, même s'ils n'habitent pas chez nous, notre voisin, dans notre rue. Oui, l'humain est une considération majeure dans les enjeux. La troisième, le profit. Je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer trop là-dessus. C'est une priorité dans notre vie, sur la planète, et c'est un enjeu relié. Les enjeux économiques, c'est parmi les majeurs également. Et finalement, le pouvoir.
bon, j'appelle ça mes 4 P, là, le pouvoir, mais ça peut être aussi la politique. Donc, les dirigeants, les gouvernants, ceux qui prennent les décisions, ils ont un impact directement également sur ce qui se passe. Si je vous montre le monde comme ça, donc on voit pollution, on voit l'exploitation des animaux, on voit les inégalités sociales, la pauvreté, ça c'est notre monde actuellement. Il n'est pas tout noir en passant, quittez pas, là, ça va être très positif. Là. Mais notre monde dont on le voit comme tel, c'est ça. L'autre monde qu'on espère tous, puis qui existe en partie, c'est ça. Préoccupation de ce qui est vivant autre que l'humain, la nature à son état extraordinaire, les personnes en difficulté qui sont soutenues par d'autres personnes, l'aide à l'humain. Puis après ça, bien, les gens qui travaillent ensemble, qui s'aident. Bref, c'est probablement le monde qu'on vise. Si je vous posais la question, probablement vous lèveriez tout le monde en disant, bien, c'est ça qu'on espère tous. En effet. Alors, d'après moi, je vais répondre pour vous, là, mais c'est sûrement le monde à droite qu'on espère. Il y a un terme que je vous invite à graver fort, fort, fort dans votre cœur, dans votre tête, partout. Puis même si vous voulez vous le mettre sur le bras, faire un tatou, il n'y a pas de problème. Là. Le mot indignation. Tout changement, toute décision, toute, de motivation à changer notre monde d'aujourd'hui, ça doit systématiquement passer par l'indignation. L'indignation, ça veut dire la réaction que vous avez quand vous voyez des gens qui sont exploités. Hey, ça n'a pas de sens. OK. Ça n'a pas de sens. Parfait. On continue notre vie quotidienne. Wow, on s'est exprimé, mais ça n'a pas donné grand-chose. Vous voyez l'exploitation des animaux, vous regardez ce qui se passe au niveau de la destruction des ressources, puis de la forêt ou quoi que ce soit. Il faut qu'on s'indigne. C'est comme le carburant, mais naturel et vraiment renouvelable, qu'on utilise pour se mettre en branle. Alors, tant qu'on n'est pas indigné, puis qu'on regarde ça, puis c'est pas beau ce qui se passe, hein? On va rester assis, puis je vais faire une conférence encore dans 20 ans d'ici, puis je vais dire la même affaire. Mais il ne faut pas. Donc, l'indignation, retenez ce terme-là, on ne l'utilise pas souvent, mais c'est vraiment un terme qui est fondamental. Actuellement, dans le monde, on est dans une crise de confiance. Il y a un sondage international qui est fait par une firme américaine, puis qui a été fait de façon électronique dans 28 pays du monde avec 36 000 personnes qui ont répondu. Ce n'est pas rien comme échantillonnage, là. La confiance par rapport au gouvernement. Donc, dans 28 pays, je répète, puis le Canada en faisait partie. 52 disent qu'ils ont confiance au gouvernement, à leur gouvernement. C'est comme une personne sur deux. C'est pas énorme. 50 ont confiance aux médias. C'est pas bien mieux. 61 ont confiance aux organisations, aux organismes internationaux qui, en principe, aident l'humain, aident à changer les choses dans le monde. Mais il y a quand même 4 personnes sur 10 qui n'ont pas confiance en ces grandes organisations-là. Puis là, on n'est pas nécessairement dans le complotisme en passant. Puis je vous fais tout de suite, si vous avez l'impression dans ce que je vais dire qu'il y a du complotisme, oubliez ça. C'est pas ça du tout, je ne suis pas là du tout. Puis j'espère que vous non plus. Dans le même sondage, la question était, êtes-vous convaincu que les gouvernements, que les dirigeants de la société, donc privés et publics, vous mentent? C'est clair comme question. Alors, regardez, 2022, il y a 67 2 personnes sur 3 qui pensent qu'on leur ment. Carrément, les dirigeants leur mentent. Donc, c'est en hausse de 8 depuis en un an. Probablement que la pandémie a exacerbé plein de choses, bien entendu, là, mais c'est quand même pas rien. Les gouvernements, 66 encore les 2 tiers qui pensent que les gouvernements leur mentent, et les entreprises, 63 c'est pas loin du 2 tiers encore qui leur mentent. Ça va pas bien. Quand on demande de faire confiance, là, je pense que ça ne marche pas fort. Et finalement, si on tourne la question autrement, on demande de façon générale, avez-vous confiance? Votre niveau de confiance se situe à quoi au regard des dirigeants de notre société? Pas est-ce qu'ils vous mentent, mais avez-vous confiance en général? Bien, la confiance, en 2022, c'est 42 d'un gouvernement, 46 au niveau des journalistes, dont des médias, et
49%, une personne sur deux qui a confiance au PDG, au CEO, aux responsables, aux dirigeants des entreprises. Alors, quand on est dans un monde comme ça, où on voit les enjeux et on s'aperçoit que, bon, bien, ceux qui devraient nous diriger, qui devraient nous aider à changer les choses, pas ceux qui vont le faire, entre vous et moi, il ne reste plus grande solution. C'est probablement nous autres qui doit, je ne dirais pas s'arranger tout seul, parce que ce n'est pas vrai, mais qui doit prendre au moins un peu plus de galons. Alors, en effet, je vais vous présenter, avant d'aller dans des choses un petit peu plus concrètes, il y en a-t-il qui ont entendu parler du greenwashing? Oui? Bon, je le dis en anglais, je trouve que c'est plus beau. Éco-blanchiment, ça fait un peu bizarre en français, mais c'est greenwashing. C'est bien simple. C'est comment une entreprise ou un gouvernement, quoi que ce soit, réussit à se montrer vert, écologique, puis que l'environnement est important pour nous. Puis dans le fond, c'est de la foutaise. Alors, il y a des exemples énormes. J'en nomme juste deux très simples pour vous donner une idée, mais il y a des gens, il y a des entreprises qui font leur publicité en disant nous n'avons plus telle sorte, nous n'avons pas de produits telle sorte dans nos aliments. Bien, c'est sûr, il y a une loi qui a été passée pour qu'il n'y en ait plus. Hey, les autres annoncent ça. Wow, ils sont quelque chose, eux autres. Ça peut être aussi banal que je me souviens, je l'ai vécu l'expérience, c'est marqué je vais m'acheter du jus d'orange. Oui, c'est super. Fait avec du vrai jus. Hey, bon, ben oui. Ma mère a fait ça. Elle a dit j'ai acheté ça, ben elle dit je faisais attention. J'ai dit maman, viens, on va regarder l'étiquette. En fait, c'est pas faux. Ça se peut que le 2 litres, il y ait du vrai jus. Il y a peut-être une demi-cuillerée, mais il y en a vraiment dedans. Mais ils vont l'annoncer comme étant fait avec du vrai jus. Alors, qu'est-ce qui fait le consommateur? Fait avec du vrai jus. Bien, parfait, pour ma santé. C'est des exemples de greenwashing et c'est très difficile. Il faut vraiment être sensibilisé, il faut vraiment être à l'affût de ça. Je prends ma mère, pauvre elle, c'est pas que je parle d'elle, mais elle m'aide en même temps. Elle me dit, ouais, mais Jean, elle dit, faut qu'on pense à tout, il faut qu'on garde tout. J'ai dit, oui, maman, parce que j'ai dit, on ne l'a jamais fait. Si on avait eu cette habitude-là, bien, ça serait normal aujourd'hui de le faire. Mais on n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas eu cette préoccupation-là, on n'a pas eu à le faire parce que ça allait peut-être pas aussi mal qu'aujourd'hui. Alors oui, normalement, on doit le faire à partir de maintenant. Bon, on peut se faire aiguiller par des spécialistes, il y a de l'information sur le web. Encore, il y a plein de sources d'informations pertinentes. Il y a des conférences qui peuvent se donner sur des choses comme ça aussi. Mais voilà, donc c'est pour ça que, dans le fond, on doit en faire une préoccupation constante. Ça, je reviens à ça. Ça, c'est d'ailleurs, ce rond-là, c'est moi qui l'ai fait, puis ça a été la couverture de mon livre, parce que je trouvais ça intéressant. J'ai eu une bonne idée à un moment donné en le réalisant. Je l'ai montré d'une façon que tout sur la Terre est interconnecté. Donc, vous avez la Terre, le grand cercle autour, c'est la Terre. Le deuxième cercle, ce sont les végétaux, le règne végétal, puis tout ça. Le troisième, ce sont les animaux. Et au centre, qu'est-ce qu'il y a? L'humain. L'humain est au centre de tout, mais les 4 cercles qui sont là se touchent tous. Le petit, il touche au plus gros. Le plus gros, il est en lien avec les... Donc, tout se touche. Alors ça, il faut vraiment... C'est un concept de base majeur de comprendre que tout est relié et que tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ça a un impact sur tout. Les gens me disent ben Jean, tu sais, il se passe telle chose, toi, tu es en environnement. Ben, oui, en partie, mais je suis aussi en humain, je suis aussi en économie, parce que tout est relié, puis les enjeux, c'est tout ça comme tel. Si on parle d'environnement au sens, avec un E majuscule, quand comme ça, oui, je suis en environnement, puis si vous êtes sensibilisé, vous êtes en environnement, vous autres aussi, dans le fond. Mais il faut vraiment avoir une grosse différence par rapport. Voilà. Où est-ce que nous, maintenant, on a quelque chose à faire? Premièrement, pour la plupart des gens, peut-être ne le sont plus, ne l'ont été, on est des travailleurs. Dans notre milieu de travail, on a un rôle à remplir comme gens sensibilisés, comme personne qui va amener des changements, qui va sensibiliser les autres, qui va amener des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de penser, que ce soit par nos confrères et consoeurs de travail, que ce soit par les dirigeants, par notre boss qu'on va aller voir. Ouais,
pourrait peut-être faire ça parce que là, on gaspille, parce que telle chose. Comme travailleur, on a un devoir à faire des changements. Comme électeur, dans quelques jours, on va déposer notre bulletin de vote. Je ne vous dirai pas pour qui voter. Vous ne saurez pas pour qui je vote, mais je vous demande juste une chose, sans égard au parti. Si l'environnement et le social, mais on va parler d'environnement. Si l'environnement, la planète, le réchauffement, vous parle, de grâce, cochez un des partis qui parle de l'environnement et qui en fait une priorité. De grâce, ne votez pas nécessairement pour un parti parce que les 8 générations avant ont voté pour le parti. Votre vote est important. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec les enjeux? Il va s'impliquer? Bien, ça passe déjà par le bulletin de vote. Et dans plein de pays du monde, ils se battent, ils font la file pendant des dizaines d'heures au risque de leur vie pour aller mettre leur petit bulletin de vote. C'est la moindre des choses que nous, on y aille et aussi qu'on donne notre vote à quelqu'un ou à des principes qui en valent la peine. Troisième chose, on est citoyen. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours avec les gens qu'on côtoie et tout et tout? On a un rôle social, on a un rôle dans notre municipalité, on a un rôle avec nos voisins, on a à exercer finalement des moyens de transformer notre monde à travers ce qu'on vit dans la société de façon très large. Je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais vous voyez un peu le principe du citoyen. Puis, on a, bien entendu, je l'ai gardé à la fin, même si je ne suis pas dans l'ordre, là, le consommateur. Levez la main ceux qui ne consomment jamais. Alors, voyons. Vous consommez tout. Bon, OK. Je suis surpris, là, c'est la première fois que ça arrive. Deuxième chose, d'abord, ceux qui consomment très, très peu. Voyons, vous faites quoi ici? Bien, coudonc. Bien, je m'excuse. Je vais l'arrêter là, d'abord. Dans le fond, on consomme tous. Mais on n'a pas nécessairement la compréhension juste, chacun, puis je m'inclus aussi là-dedans. Lorsqu'on consomme, c'est un geste concret pour ou contre l'évolution de notre monde, la transformation de notre monde. On consomme, puis ça, c'est d'ailleurs, je m'en vais en Europe, comme je disais tantôt, là, au mois de novembre, on m'a approché pour faire des conférences, des séminaires, des ateliers. Puis, un des ateliers, je le fais sur la consommation responsable. Il y a tellement de choses à dire, c'est une journée complète. Il y a tellement de choses à dire, presque tout passe par là. 90 de notre pouvoir passe par là. Puis, il faut en prendre conscience, c'est majeur. Tant qu'on ne change pas ça, tant que les gens ne changeront pas ça, on s'en va dans le mur, puis ça va être de plus en plus rapide. Tout passe par là. Et on peut le faire de façon individuelle. Donc, oui, moi, je composte. Moi, je recycle. Moi, j'achète de l'usager. Moi, dans ma vie personnelle, c'est une chose, c'est parfait, c'est un de nos volets. On peut le faire aussi en groupe. Je ne sais pas, je participe à un organisme. Je suis membre d'un organisme et on travaille sur des enjeux, on travaille sur des problématiques. Bon, bien, je le fais avec un groupe, travaille avec un groupe ciblé qui a des intérêts ou des préoccupations comme nous. On peut le faire aussi. L'implication est très importante. Et on peut le faire collectivement. On l'a vu, la marche du climat, il y a quelques jours. Si vous vous souvenez bien comment tout ça a commencé, une petite fille du nom de Greta Thunberg, une toute jeune adolescente, qui a, par rapport, tu sais, le climat, les marches existaient avant, mais je veux dire, ce mouvement des jeunes, puis l'ampleur que ça a pris, elle, la jeune fille, dit, regarde, moi j'ai des convictions, je trouve que les gouvernements ne font pas grand-chose, puis tout ça, je m'assois dans les marches du Parlement ensuite. C'est tout. Jusque-là, on dit, ben là, t'es bien bizarre. Probablement, ses amis ont dit, t'es bien bizarre. Elle continue. Oh, quelques amis l'accompagnent. Oh, quelques autres amis l'accompagnent. Ils se ramassent une gang, puis finalement, ils disent, bon, ben le vendredi après-midi, là, nous autres, là, on sèche l'école. J'espère qu'il n'y a pas de prof ici, là, mais on sèche l'école, puis on s'en va toute la gang là. Ça commence à prendre de l'ampleur. Oups!
ben finalement, ailleurs dans le monde, d'autres pays disent, hey, ouais, ben nous autres aussi. Des jeunes qui montent ça aussi dans les écoles, puis wow! Fait que ça donne une ampleur intéressante, considérable. Donc, collectivement, on peut changer les choses. On le voit avec les mouvements. Je vais en reparler tantôt des mouvements, mais le MeToo pour les femmes. Je vous dirais que dans les 3 dernières années, là, les hommes qui ont fait des gestes répréhensibles, là, et ils doivent marcher les fesses serrées mais de plus en plus. Parce que là, on en parle, on les poursuit et c'est dans l'actualité. Alors, il y a 10 ans, ce n'était pas ça. Les femmes avaient peur d'en parler. Ça saute. Ce mouvement-là est extraordinaire. Black Lives Matter pour les Noirs, un exemple. Bien, ça aussi, ça a pris une ampleur mondiale. Est-ce que c'est arrêté cette violence-là? Non. Je veux dire, depuis la nuit des temps, et là, il y en a toujours eu de la ségrégation raciale. Mais là, encore là, il y en a qui marcheraient, probablement que les policiers marcheraient aussi quand ils viennent pour arrêter. Ça amène des choses extraordinaires, vraiment. Donc, collectivement, on peut également participer. Alors, la marche ou une pétition ou quoi que ce soit, ça ne demande pas grand-chose, mais ça peut amener, ça donne de l'ampleur au mouvement comme tel. 4 obstacles au changement qui n'avancent pas. Bon, bien sûr, j'en ai parlé un petit peu, mais nous, personnellement, on est responsable. On a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Alors, moi, les gens me disent souvent, ben, c'est ça, c'est les entreprises et les gouvernements. Non, 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 toi, tu fais quoi? Puis après ça, tu pourras dire que c'est eux autres, tu as tout à fait raison. Mais toi, fais quelque chose, sinon tu es au même point qu'eux autres. Bien sûr, les gouvernements, bon, le laxisme gouvernemental, puis les entreprises, les dirigeants qui ont très peu engagé, bien sûr, ça fait partie, c'est des dirigeants, ils ont un pouvoir, puis tout ça, ça fait partie des éléments qui sont majeurs dans tout ce qui se passe. Notre état d'esprit, bien, le manque d'information. Le manque d'information, ça a l'air bizarre à dire, on n'a jamais eu autant d'informations dans l'histoire de l'humanité. Avec Internet, là, on est subjugué d'informations, on se noie là-dedans. Mais il y a de la bonne et de la moins bonne, il y a de la très bonne, de la dangereuse, il y a plein d'affaires. On manque d'informations et on n'a pas, je dirais, la volonté nécessairement de faire un effort pour aller chercher l'information. Avec les médias sociaux, avec la télé, on gobe ce qu'on nous donne. Mais là, je ne parle pas de vous autres, là, OK, en passant, là, tous les autres, OK? Mais on gobe ce qu'on nous donne et voilà. Moi, j'ai eu des conversations les dernières années et c'est un peu ce qui a déclenché mon changement de carrière puis de tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais. J'osais avec des gens puis je parlais. Parlons du réchauffement climatique. Un exemple, parmi tant d'autres, parce que tout le monde en parle et tout ça. Ouais, réchauffement, je parle avec une personne. Hey, ouais, c'est quelque chose. Ah, oui, hein? Elle m'en parle pendant 20 secondes. Je continue. Ah, oui, oui. Elle est bloquée. Et puis, comment on dit plus? Ah, c'est épouvantable, ce qui se passe des ouragans, puis tout ça. Colin. OK, oui, ben oui. Ça va pas plus loin que ça. Là, je commence à jaser avec elle, j'amène quelques informations. Hein? Ah oui? Oui? Hein? Oui? Hein? Je ne savais pas ça, on ne dit pas ça. Hein? Je n'avais pas entendu ça. Ah! Oups! Elle dit, bien, Colin, pourquoi on ne dit pas ça? J'ai dit, c'est parce que je suis tout seul avec toi. Ça fait 15 minutes que je te jase, là, je suis tout seul. Ça va? On ne va pas faire ça avec 7,5 milliards de personnes sur la Terre. Là, tu sais. Fait que là, après, maintenant, je comprends telle affaire. OK, bon. Fait qu'il y a un manque d'information. Donc, un manque d'information de la part de celui qui devrait s'informer et un manque d'information de qualité par rapport à ce qu'on reçoit comme tel. Et, non le moindre, notre état d'esprit. Le thermomètre qui est là reflète vraiment comment on peut se sentir, comment les gens peuvent se sentir. On a des gens qui sont opposés, climato-sceptiques. Là, je ne parle pas de ceux qui sont malhonnêtes, parce qu'ils vont y perdre beaucoup, puis tout ça. Je parle de ceux, il en reste probablement encore quelques-uns, mais au départ, c'était ça. Ils n'avaient pas vu les données scientifiques, ils disaient « Ouais, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu. Bon, » J'appelle ça des convaincus, des non-convaincus honnêtes, mettons. Là, c'était vraiment, il n'y a pas l'information, puis tout ça. Bon, mais mettons, eux autres. Alors, ben non, 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 moi je suis opposé à ça. Non, 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 ça ne marche pas. Moi, je suis opposé au changement. Non, non, on le voit dans le pétrole, on le voit tout ça. Tu as les sceptiques, tu as les résignés. Oh, ben regarde. Ben, c'est comme ça, hein, notre monde a toujours été de même. Puis là, il est pire en pire. Ben, coudonc. C'est dur de booster. On veut mettre du gaz, mais du gaz naturel, là, puis dire OK. Mais l'état d'esprit dans lequel on est, c'est ça. T'en as d'autres qui sont indifférents. Ah, ouais, je sais, j'ai vu ça, là. Puis, mais j'aime mieux aller voir mon talk show le soir, ou j'aime mieux aller voir les médias sociaux, j'aime mieux écouter Occupation Double parce que ça m'apporte plus. Peu importe. Je ne juge pas les émissions. J'ai juste que dans leurs priorités, ils sont indifférents avec l'information de ce qui se passe. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus concernés.
Tu as des gens qui sont actifs, qui sont militants, qui sont vraiment concernés. Fait que vous voyez, ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une des températures qu'on va être de même pendant les 6 prochains mois. On peut avoir vécu quelque chose au travail, on peut avoir été désillusionné sur quelque chose, puis oups, on vient de baisser, on vient de monter, on a rencontré quelqu'un qui se faisait motiver, hop, on était au milieu, là on est rendu en haut parce qu'on veut s'impliquer avec lui. L'état d'esprit humain est là. Alors, c'est notre faute à moitié, dans le sens que les circonstances autour nous donnent la température qu'on a à ce moment-là. C'est important de voir ça. Fait que ce n'est pas juste des mauvaises personnes qui n'agissent pas, puis ce n'est pas juste des personnes extraordinaires qui agissent. Ça dépend aussi de ce qu'on vit. Mais c'est un fait qu'il faut qu'on considère lorsqu'on veut comprendre ce qui se passe. Notre cerveau qui est obsédé. Notre cerveau est obsédé. Dans le cortex cérébral, on a un petit organe qui s'appelle le striatum, le corps strié, comme on l'a appris dans nos cours de biologie. Lui, dans le fond, l'humain, je vous parlais tantôt de l'histoire, l'humain a évolué. Et l'humain, maintenant, ce qu'il avait comme considération, c'était il faut que je survive, il faut que je me reproduise, il faut que je fasse attention pour ne pas me faire attaquer. Donc, besoin d'information, besoin de sexe au sens large, au moins pour procréer, besoin de nourriture. Donc, il y avait des besoins et ça s'est développé au fil du temps, mais on est resté un peu reptilien d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment scientifiquement démontré, là, c'est ça. Et lui, le fameux striatum, où il est dangereux, c'est que lui, vous avez déjà entendu parler du circuit de la récompense. Quelqu'un vous donne un cadeau, ou vous avez faim, il vous donne de quoi manger, vous aimez du sucre à crème, il vous en donne. Hey, on a un bonheur, hein? On est comme tout frissonnant, puis en dedans, là, c'est « wow, c'est fun! » Notre circuit de la récompense, il est content. Hey, c'est beau ce que tu as. On le voit les réseaux sociaux. J'aime. Ah, bravo, t'es bonne, t'es fin. L'humain a besoin de ça et ça conditionne ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Ils ont fait une expérience en laboratoire. Ils n'ont pas un rat. Ils ont mis un rat parce que le cerveau du rat ressemble à celui de l'humain. Ils l'ont placé dans un labyrinthe. Ils ont mis un petit morceau de fromage. Ils ont mis des électrodes sur la tête du rat. Là, c'est arrivé. Vu le morceau de fromage, il l'a mangé. Ces électrodes, c'était « Ah, ouais, content, il est fou, il est soit content. » Eh bon, super. Le rat s'en tourne. Ils font une deuxième étape, après ça, de l'expérience. Ils remettent encore un morceau de fromage au même endroit. Le rat s'en va là, il mange, aucune réaction. Qu'est-ce qui se passe là? Les scientifiques se sont dit « Mais pourquoi il devrait être content? » Ils font une troisième expérience qui, elle, est concluante. OK. Fait qu'ils remettent, troisième expérience, un bout de fromage à la même place que le premier, puis en mettent un plus loin. Fait que là, le rat s'en va là, prend le morceau de fromage, premier, aucune réaction. Ah! Deuxième fromage, pourquoi? En fait, c'est parce qu'on s'habitue, on prend pour acquis les choses. Alors, le rat s'attendait la deuxième fois d'avoir un fromage là. Fait qu'il n'y avait rien de nouveau. Fait qu'il ne se sentait pas comme « Hey, wow, je suis surpris, c'est le fun! » Non. Il s'attendait à avoir un fromage là. Par contre, il ne s'attendait pas d'en avoir un deuxième. Ah, là, il y a le deuxième. Hey, wow! Fait que, donc, le circuit de la récompense, en fait, nous alimente dans nos actions, nos réflexions, dans notre façon d'être, nos comportements. Et ça, c'est majeur. Notre monde va mieux. Bon, il y a eu la pandémie, il y a eu l'Ukraine actuellement, oui, mais notre monde va mieux. Quand je dis ça aux gens, ils ne me croient pas. Mais je vous jure. Je n'ai pas mis de statistiques parce que je ne voulais pas vous inonder de statistiques, mais c'est tout là, statistiquement parlant, appuyé. Premièrement, l'extrême pauvreté a chuté dans le monde. On ne parle pas de la pauvreté. L'extrême pauvreté, qui dans le fond est 1,90 $ par jour comme revenu. C'est peu, puis les gens vivent à peu près pas. L'extrême pauvreté, vraiment que les efforts d'Oxfam ou les Nations Unies, tout ça, ça a régressé. Bon, les soins de santé maintenant, ça c'est en médecine, c'est extraordinaire, c'est les avancées. Il y a des parties du monde qui n'avaient pas de soins de santé, maintenant en ont, les médecins sont accessibles. Extraordinaire. Des espèces qui sont en voie de disparition. On a plein d'exemples qui ont été sauvés parce que
on a arrêté la chasse, parce qu'on a protégé, on pense au koala, par exemple. Bon, pour petit koala, parce que c'est une image que tout le monde aime, là, tu sais. Bien, il est en voie de disparition. Alors, il y a une campagne internationale du Fonds mondial pour la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le panda chinois, bien, la population maintenant s'est accrue. Il n'est pas sorti d'impasse, mais ça s'est amélioré. Il y a plein d'espèces, je n'irai pas plus loin, il y en a plein comme ça. Donc, on a évité des extinctions. Ça veut dire qu'en quelque chose, on a fait des bonnes choses. Bon, le climat, la mobilisation pour le climat. Des poursuites et victoires citoyennes, j'en parle dans 2 minutes, et ça, c'est quelque chose, des choses qu'on pensait, des poursuites de citoyens qu'on pensait impensables, qui ont abouti. Et il y a 20 ans, 30 ans, on voyait très peu ça. On a plein d'exemples dans le monde de modèles de réussite, de plus en plus de gens qui ont changé des choses. Ça aussi, c'est de plus en plus, j'allais dire des médias. Non, ce n'est pas des médias, justement, c'est la problématique. C'est pour ça que dans mon 4e volume, je parle de la beauté du monde, qui ressort ce qui se passe partout sur la planète et au Québec, au Canada, montrer que oui, le monde se transforme en beau, mais on n'entend pas parler, malheureusement, sinon on serait tous en train d'agir et on serait tous contents. Le monde plus sécuritaire, bon, il y a l'Ukraine qui arrive, mais le nombre de guerres, les victimes de la guerre a régressé, chuté dramatiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Wow, c'est quelque chose, là. Les femmes, la cause des femmes, c'est pas réglé, mais gagne du terrain. Il y a des femmes qui ont la tête de plusieurs pays dans le monde maintenant. Écoute, c'est pas rien, là, tu sais. Alors, ça s'est amélioré. Et le travail des enfants exploités, tout ça, est en chute. C'est plus surveillé, il est en chute libre. Donc, notre monde va mieux, vraiment, puis il faut vraiment prendre conscience. Dans notre monde en transformation, il y a 3 éléments majeurs qui doivent faire partie de notre réflexion et j'allais dire en minding en anglais, je ne sais pas comment le traduire, là. Comment? État d'esprit. Parfait. C'est excellent, oui. Donc, il y a des héros dans notre monde. Il y a des personnes qui ont changé notre monde. On pense à Gandhi, on pense à Martin Luther King, on pense à Vandana Shiva, qui, elle, au niveau des semences, à cause des femmes dans le monde, est devenue une icône internationale, qui a changé plein de choses comme telle. On pense à Snowden, ceux qui ont déjà vu ce film-là. C'est un lanceur d'alerte. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des initiatives partout sur la planète. Je vous invite, en tout cas, si vous procurez le livre, vous allez le voir. Là, on n'a pas le temps de tous les regarder. Puis il y a des mouvements citoyens, j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit les OGM, le climat, la cause des femmes, le véganisme, la décroissance. Il y en a plein partout. Voilà quelques exemples de citoyens qui ont poursuivi des grosses entreprises, qui ont poursuivi des gouvernements et qui ont gagné en cours. Comme je disais, c'est impensable, c'était impensable. Monsanto, qui est une multinationale internationale, ils ont des poursuites partout sur la planète et ils ont été obligés de débourser des millions et des millions de dollars parce que les citoyens ont réussi. Un citoyen contre cette grosse entreprise a gagné en cours. Les citoyens se sont liés ensemble pour poursuivre le gouvernement des Pays-Bas parce que le gouvernement n'en faisait pas assez pour baisser les GES, les gaz à effet de serre. Bien, le tribunal a donné raison aux citoyens et a ordonné au gouvernement des Pays-Bas d'atteindre telle limite comme telle. Il y a plein de poursuites comme ça. Là, vous voyez, j'en ai plein, là, mais j'en ai à peu près 10 fois ça. J'en ai juste mis quelques-unes. Plein. Shell a été poursuivi, la pétrolière ultra puissante a été poursuivie, a été déboutée en cours et a dû changer ses façons de faire pour réduire ses gaz à effet de serre, etc. Ce n'est pas gagné, mais c'est de l'espoir en bateau, tout ça. Bon, les divers mouvements, que ce soit l'investissement responsable, que ce soit le climat, que ce soit les femmes, le racisme, c'est partout sur la planète. Et je disais à des gens aujourd'hui, c'est par là que ça va commencer. C'est le citoyen qui va changer les choses. C'est le citoyen qui va mettre de la pression sur les dirigeants. C'est ça qui va faire tourner le monde. Bon, là, on peut faire tellement de choses. Ça, c'est 3. Il faudrait qu'on soit au séminaire pendant 3 jours pour explorer tout ça.
Je n'ai pas besoin de faire la liste des choses, mais individuellement, quand on parle de recyclage, de compostage, quand on parle d'achat local, quand on parle d'utilisation moins de la voiture pour les gaz à effet de serre, quand on parle de l'agriculture biologique, de prendre des produits biologiques, quand on parle de produits qui ont été faits sans traitement sur les animaux, quand on parle de produits ménagers sans produits chimiques, etc., naturels, il y en a plein, plein, plein. J'en ai des centaines là-dedans au quotidien. Alors, ça, je pense que vous êtes probablement au courant, mais notre pouvoir de ce côté-là, dans les actions concrètes quotidiennes, est vraiment important. En fait, les actions quotidiennes, les actions individuelles au quotidien, oui. On doit aussi, je le répète, puis c'est important, on doit vraiment, dans notre mission de citoyen engagé, on doit vraiment veiller à sensibiliser les gens autour de nous. Nos amis, nos parents, nos voisins, on a un devoir aussi, comme gens sensibilisés, de partager cette bonne nouvelle-là, d'amener les gens à faire un cheminement, à avancer, à s'engager comme tel. Ça peut être à moindre niveau, mais d'y mettre sur la route à tout le moins. Je disais à quelqu'un tantôt, je dis, tu sais, la personne était concentrée, pas concentrée, mais sensibilisée. Vous savez, moi, je vous parle, elle dit, vous me parlez, puis elle dit, mais ça, j'ai le goût de. Bon, je dis, parfait, c'est super. Bon, mais si je vous ai donné un petit coup de pouce pour avancer, parfait, c'est super. Par contre, moi, là, après vous, je ne sais pas ce qui va se passer. Fait que donc, moi, je vais dire, bon, ben, j'ai réussi à sensibiliser une personne, je suis content. J'ai dit, vous, là, vous allez en sensibiliser 3-4, qu'ils autres vont en sensibiliser 3-4, 3-4. Puis finalement, dans le fond, je vais avoir été la bougie d'allumage pour peut-être 500 personnes durant l'année qui vont avoir cheminé puis qui vont être engagées. Je ne le saurai jamais. Fait que c'est bon pour l'ego. C'est pas bon pour l'ego, mais c'est bon pour l'altruisme, puis tout ça. Mais j'ai dit, donc, on peut faire ça comme un arbre, dans le fond, avec toutes les branches comme tel. N'hésitez pas à participer à des groupes, à des activités citoyennes. C'est important que vous soyez aussi impliqués collectivement. Trouvez votre façon à vous, mais c'est important qu'on sorte de notre maison et qu'on s'implique collectivement. Parce qu'on fait nos gestes, c'est vrai, c'est beau, puis il faut absolument en faire de plus en plus, mais on reste dans notre cercle à nous. Alors, si on travaille avec d'autres, on vient de décupler l'ampleur des changements, puis comme je vous fais la même allégorie que tantôt avec l'arbre, bien, ça risque d'amener beaucoup plus de possibilités de changement. Bon, la pression sociale par rapport au gouvernement, aux entreprises, n'hésitez pas chez votre épicier ou qui a un gaspillage au niveau de l'emballage, qui n'a pas trop de produits verts, n'hésitez pas à aller lui parler, à lui dire, écoute, tu pourrais en faire un petit peu plus, puis tout ça. Ça fait partie de notre rôle de citoyen engagé également. Alors, ça ne demande pas des choses épouvantables, pas un gros projet, mais tous des petits gestes comme ça qui nous amènent à avancer. Et, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai parlé à tellement de monde que ça se peut que je radote, là, mais la théorie des petits pas, vous avez déjà entendu ça? On voyait petits pas par petits pas. On n'est plus là. Il y a 30 ans, on était là. On va aller petit peu par petit peu, par petit peu, par petit peu, et on n'a pas avancé, on a avancé par petit peu aussi. Là, on a des enjeux qui sont majeurs, qui demandent des solutions d'urgence. On n'est plus dans le petit pas. On ne veut pas des actions qui vont avoir des bénéfices dans 10 ans. On en veut des actions, entre autres, bien, dans 10 ans aussi, mais on en veut immédiatement. Donc, ça prend une radicalité. Il faut qu'on soit radicaux. Pas radicaux dans le sens violent et qu'on casse tout, mais radicaux dans notre discours, radicaux dans nos façons d'être, puis dans nos messages. Puis si on va voir l'épicier, bien, est-ce que ça te tenterait? Non, non. Non, regarde, écoute bien. Moi, je ne viens plus ici si ça ne marche pas. Je m'en vais ailleurs. Tu sais. Donc, d'être radical, c'est important. On est rendu là. Et ma conclusion, en fait, 4 phrases qui sont importantes. Avec ce que je vous ai dit, avec ce que vous lisez, avec ce que vous entendez, maintenant, nous savons. Nous savons quoi faire. Nous savons. Alors, on n'a plus d'excuses pour dire ben là, non, je ne sais pas trop. Non, non, on le sait maintenant, on en a pris conscience. Si on refuse, nous autres mêmes, de se transformer, puis transformer le monde, on ne peut plus chialer contre ceux qui ne le font pas. On n'a pas la légitimité de le faire. Donc, si nous, on s'implique, on pourra dire à d'autres, ben là, regarde,
faisant pas mal plus. C'est le moins des choses. Mais il n'y a pas de niveau d'implication. Je dis aux gens tout le temps, si moi, personnellement, dans mon vécu, tout ça, je suis rendu dans une échelle de 10, je suis rendu au barreau 5, puis celui qui n'était pas pantoute, il est rendu au barreau 1, bien moi, si je passe du 5 au 6, ils vont dire bravo Jean, mais si l'autre passe du 1 au 2, c'est bravo aussi, parce qu'il est monté d'un niveau au même point que moi. Alors, l'important, c'est d'avancer. Notre pouvoir réel, je pense que vous en êtes. Être, penser, agir autrement, le titre, ce n'est pas pour rien. Nos attitudes, nos comportements, nos actions, on doit être autrement dans tout ça. Et je termine avec ces phrases-là. On a le choix. Ou on constate la situation actuelle, ou on l'évite, puis on se ferme les yeux. Ou bien donc, on ose parler puis agir, ou on se tait, puis on attend que les choses se produisent. Parce qu'en passant, là, la technologie ne va pas régler ça, ne va pas tout régler. Je l'entends souvent, là, ça ne réglera pas tout. On a besoin de la technologie, mais ce n'est pas une pensée magique, ce n'est pas ça qui va tout régler. Est-ce qu'on s'oppose au développement actuel ou on y adhère? Alors, on a besoin de développement durable ou différent que ce qui nous a mené jusque-là. Alors, on y adhère dessus, on garde-tu espoir? J'espère que oui, on garde espoir, sinon on est découragé et on ne peut pas avancer. Est-ce qu'on, comme je disais tantôt, est-ce qu'on collabore avec les autres? Est-ce qu'on travaille ensemble aussi pour améliorer les choses? Ou je reste dans mon coin, puis je fais mes affaires tout seul, je n'en parle pas à personne? C'est un choix personnel. Je ne dis pas quoi faire, je dis juste un choix personnel dans ces questions-là, puis c'est à nous, chacun, je me les pose au quotidien, de choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on utilise finalement un vrai pouvoir où on attend soit le Messie, ou la technologie, ou peu importe, quelque chose qui va venir tout régler, puis finalement, on n'aura plus besoin de faire d'efforts? Bien, si c'est ça, moi j'appelle ça vivre dans le monde des calinours. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Fait que dans le fond, puis si vous êtes ici, moi je vous félicite. Si vous avez décidé de venir ici, c'est ou bien que vous êtes sensibilisé, ou vous aviez la volonté de l'être ou d'apprendre. Je vous félicite. Je vous remercie d'avoir été là. Puis bravo, continuez. Puis j'allais dire, faites des petits, mais pas dans le sens figuré. OK? Merci tout le monde.